Le titre de mon exposé a été un peu volontairement provocateur, hein, vous le voyez, mais en fait, je pourrais aussi le résumer de la façon suivante, surtout après que j'ai entendu mes trois prédécesseurs. Investir aujourd'hui dans les marchés émergents, il faut acheter Givaudan. Hein. C'est dans des marchés en croissance, c'est de la gestion très active puisqu'on est local, et c'est accessible, il n'y a pas de risque de change. Et le séminaire pourrait se terminer comme ça. Mais venons-en à nos moutons. Donc, je vous le disais en introduction, donc nous avons fait toute une réflexion là, ces 18-24 derniers mois sur cette notion pour un certain nombre de raisons. Certaines vous ont été exposées et d'autres, je vais vous les exposer. Voilà le sommaire. Donc, je vais vous reparler un tout petit peu du monde de 2017. Donc, la nécessité d'abandonner un terme. Et donc, je compte sur vous aussi dans la salle pour nous donner un nom. Hein. Donc, hier soir, avec les conférenciers, nous avons une première proposition de redéfinition pour l'investissement, dont on va certainement débattre, qui est High Growth Markets, plutôt que Emerging Markets. Je vais vous parler un peu du concept des zones géographiques, telles que nous le voyons. Et enfin, je vais vous parler d'un produit qui émane directement de ces réflexions et qui investit à la fois dans les marchés émergents, mais dans ce qui fait progresser les marchés émergents, une des composantes. En l'occurrence, ici, ce sera plutôt l'infrastructure, parce qu'il y a encore beaucoup de zones émergentes qui n'ont pas d'infrastructure. Et puis, quelques conclusions. Voilà. Alors, certains d'entre vous ont probablement déjà vu ce graphique. Hein. Donc, ici, vous avez le monde en 1950 et le monde tel qu'on le prévoit 100 ans plus tard. Et je crois que ça parle de tout seul. Hein. Si vous voyez d'où vient la Chine, d'où vient l'Inde, le Brésil, les États-Unis, la Russie, etc. Donc, ce monde change. Aujourd'hui, on est là. Pardon. Il faut que je trouve. On est à peu près là. Hein. D'accord ? Donc, on est vraiment dans un univers très, très différent. Et donc, est-ce qu'on peut encore considérer ces pays et ces économies, comme on les a considérées jusqu'à maintenant, d'un point de vue de l'investissement, comme étant toutes dans le même panier? Et puis surtout, ce qui serait le pire, d'investir à travers, je ne sais pas, des ETF ou des fonds indiciels pour avoir un peu de tout, ou pas. On peut le voir aussi sous cette forme. Donc, on rapproche un tout petit peu l'horizon. Donc ici, on parle des 15 prochaines années. Vous voyez ici, voilà, la valeur du PIB, 1 milliard de dollars, donc en 2013. Et puis, ce qui va se passer jusqu'en 2028. Donc, les prévisions qui sont faites par des gens très sérieux. Hein, ce n'est pas des prévisions que nous avons faites. Nous avons sorti de publications. Et vous voyez très bien que la Chine deviendra la première puissance économique mondiale. Aujourd'hui, il y en a déjà qui disent qu'elle est la première puissance économique mondiale en termes économiques, pas en termes de statistiques, pas en termes de PIB. Mais apparemment, si ces prévisions se réalisent, donc dans 11 ans, la Chine sera la première puissance économique mondiale en termes de PIB, l'Inde la troisième. Et vous voyez que si on devait redéfinir le G7 selon ces critères ou en fonction de l'évolution, on aurait une autre gouvernance différente. On peut également regarder le monde d'une autre façon. J'ai emprunté ce graphe à Valérie, qui l'a emprunté aux Nations Unies et à l'OCDE. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, vous voyez une évolution d'un certain nombre de pays en fonction de ce que moi j'ai appelé le business model. Hein? Vous avez sur la gauche, ici, en 2000, vous voyez que la Chine, par exemple, exportait des matières peu complexes,
ce que nous a été montré ce matin par Jonathan. C'est exactement le même graphique exprimé de façon différente. Et vous voyez que la part des exportations était de 40%. Et vous voyez aujourd'hui, c'est descendu à 20%. Et donc les matières plus complexes, c'est-à-dire par exemple la technologie, les robots, etc., est en train de gagner en importance. On voit la même figure ici pour les Dynamic Cash and Economies, donc c'est les tigres et puis les nouveaux tigres. Hein. Et vous voyez que leur business model est en train de passer d'une économie de manufacture à une économie, disons, de manufacture sophistiquée. Donc se rapproche d'une vision proche de l'Europe. Hein. Le Japon continue à être un exportateur de produits sophistiqués. Et vous voyez qu'on est à peu près au niveau des États-Unis. Donc également, quand on va dans ces marchés sélectionner des entreprises, il faut aussi avoir à l'esprit que leur environnement économique, politique, social est en train d'évoluer. Et donc ça saurait aussi plaider pour, comme M. Ficus a mentionné ce matin, du stock picking de qualité dans les économies ou dans les secteurs qui profitent de ces changements qui sont des changements vraiment fondamentaux. Voilà. Aujourd'hui, si vous regardez comment les investisseurs captent, je vous ai mis quelques chiffres. Vous voyez le PIB mondial, les pays développés 42%, 42,4%. Les emerging and frontier markets, c'est-à-dire le reste, vous voyez, c'est près de 60%, c'est en croissance. Vous avez à droite également en termes de population, donc vous voyez ici le monde, comment il s'est développé. Et puis si vous regardez maintenant le global market cap, donc ce qui est à disposition des investisseurs internationaux pour investir, vous voyez qu'il y a quand même, que à peu près 10% qui sont accessibles. Et donc il y a quand même un grand déséquilibre entre ce qui se passe dans la vraie vie, dans le vrai monde, à tout point de vue, et ce qui se passe dans vos portefeuilles, dans nos portefeuilles. Et donc, d'où la nécessité de peut-être regarder ça différemment. Donc, on a imaginé plusieurs approches. La première, c'est de dire, OK, au lieu d'investir selon la market cap, si on investissait déjà selon le poids économique de chaque pays. Une méthode qui s'appelle GDP Weighted, donc les indices composés en fonction du poids économique de chaque pays et non pas en fonction de la capitalisation boursière des entreprises qui les composent. Alors, on voit déjà un certain progrès. Vous voyez que ça ne change pas, hein, donc ça c'est l'état de départ. Mais on voit que si on utilisait par exemple cet indice GDP Weighted, vous voyez le poids des États-Unis descendrait à 27, la Chine passerait à 18, le Japon resterait à peu près là où il est, l'Allemagne et la Grande-Bretagne un peu moins. Et si on le fait par continent, vous voyez que le poids de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Afrique représenterait à peu près 40%. 40%. Ça devrait être la pondération, si on croit à la force de l'économie, au développement économique des entreprises et de ces pays, ça devrait être la pondération dans un portefeuille émergent. Or, vous avez vu, hein, aujourd'hui, on n'est pas là. On est à 10. Donc, il y a un énorme gap. Alors, ce serait déjà un progrès pour donner plus de poids, par exemple, à l'économie réelle et un peu moins de poids à la capitalisation boursière. Mais enfin, vous l'avez aussi vu ce matin, l'Asie, c'est très divers. C'est très hétéroclite. Donc on est allé un tout petit pas plus loin et on pourrait se dire, allons vers un concept, on va, si vous voulez, affiner l'analyse. Donc là, on était dans un continent. Si on va maintenant vers des zones et on affine un tout petit peu la recherche, donc on a analysé un certain nombre de zones qui pourraient être intéressantes d'un point de vue investissement. Vous les avez ici, hein. L'Emerging Asia, donc on réduit un tout petit peu déjà ça pourrait être tout ce qui est l'Europe de l'Est, etc. Ça pourrait être l'Amérique latine. Alors, ça offre des avantages
Pourquoi? Parce qu'on réduit le champ des possibles, mais ça offre encore des inconvénients. Pourquoi? Parce que, vous l'avez aussi vu ce matin, même dans une zone où il y a certains pays qui sont proches les uns des autres, il y a quand même des divergences énormes entre le Brésil et le Mexique. Vous l'avez vu avec l'exemple de Jonathan, entre la Chine et peut-être l'Inde. Donc ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant. Donc il y a un certain progrès. Mais je pense qu'il y a encore moyen de faire un tout petit peu mieux. Et donc on a poursuivi notre analyse. Et donc on regarde ce monde et puis on se dit, bon, bah, comment est-ce qu'on peut maintenant affiner, quelles peuvent être les sphères d'influence, les facteurs qui peuvent influencer. Est-ce que c'est la bonne approche de rester sur des concepts géographiques ou pas? Et donc là, on a découvert à peu près la même chose que Jonathan vous a expliqué ce matin. Donc une analyse approfondie de la façon dont les marchés réagissent à certaines variables. Et donc nous partagerions le monde des pays émergents en trois, pas en 2 blocs, mais en 3 blocs. Et le premier bloc, eh bien, c'est à peu près son deuxième bloc à lui, donc les pays qui réagissent aux matières premières, donc des pays qui produisent des matières premières, où la production a une composante très importante, etc. Et sans surprise, on va retrouver un groupe de pays, l'Argentine, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui sont des exportateurs de matières premières, et dont on a remarqué qu'ils ont un comportement assez homogène au cours des cycles. Et si on prenait les graphiques, si vous vous souvenez des graphiques en termes de performance, vous voyez que ça suit plus ou moins. Alors il y a des divergences énormes parce que, et notamment dans certains pays, il peut y avoir d'autres facteurs influençant la trajectoire de ces pays, mais enfin c'est un premier bloc. Bon, mais ce n'est pas une zone. Ensuite, on a découvert un deuxième bloc qui est un tout petit peu différent du bloc numéro 1 de Jonathan, qui est composé de l'Inde, de Hong Kong, Taïwan, Singapour, Indonésie, Turquie, qui réagissent en fait au dollar, au cycle du dollar. Et on sait, par expérience, que les 2 cycles, matières premières et dollars, sont corrélés et qu'ils ont des incidences divergentes. Et donc, ça fait une deuxième variable qu'il faudrait prendre en compte lorsqu'on fait de la sélection de pays ou lorsqu'on décide d'amener de l'argent dans ces pays. Et puis enfin, on a découvert un troisième bloc, les autres, qui ont des caractéristiques un peu différentes, chaque pays différent de l'autre, mais qui ont des caractéristiques qui ne sont ni la production de matières premières, ni une influence trop forte par rapport aux grandes variables financières comme le dollar, qui sont la Chine, qui est plutôt, de notre point de vue, plutôt influencée par la politique monétaire que par les variables extérieures, le Chili, le Vietnam, le Mexique, la Corée du Sud. Donc on est un peu entre les 2 zones. Voilà. Donc, vous voyez, petit à petit, on sort de cette notion un peu fourre-tout. Il y a 180 pays émergents. Sur les 180, il y en a énormément où vous n'avez absolument pas d'accès possible ou sécurisé aux investissements. Et petit à petit, vous enlevez, entre guillemets, du lest. Et déjà, par une approche basée sur le poids économique des pays, on réduit un tout petit peu le spectre de l'investissement. Ensuite, on peut aller vers des zones, parce qu'il peut y avoir de l'intérêt. Par exemple, ne serait-ce que trouver des produits qui peuvent répliquer, je ne sais pas, l'Amérique du Sud, si quelqu'un a envie d'investir en Amérique du Sud. Et puis après, on pourrait aller même un tout petit peu plus loin dans la sélection. Et puis à la fin, si on veut vraiment, entre guillemets, être présent dans ces zones avec ces variables, qui heureusement offrent une certaine décorrélation, il faudrait faire du stock picking pour aller vraiment chercher les meilleures entreprises dans ces pays qui chacune, entre guillemets, tire le plus profit de ces caractéristiques. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une
une autre approche qui est née un peu de toutes ces réflexions et qui est la suivante. Donc, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais enfin, la presse a commencé à en parler depuis, on va dire, depuis 2 ans. La Chine a décidé on va dire, de créer tout un réseau de communication pour assurer l'approvisionnement en tout, en matières premières, en céréales, en tout ce que vous voulez, etc. Et évidemment aussi pour assurer les exportations, etc. etc. Ce projet porte le nom de Belt and Road. Et il vise en fait non pas à réactiver l'ancienne route de la soie, hein, puisque la route de la soie, si vous vous souvenez, c'était par là, hein, mais les routes de la soie. Et en fait, vous voyez ici en perspective historique les deux, donc celle par la terre, 300 jours à l'époque, puis celle des épices hein, par la mer qui prenait aussi plusieurs semaines. Et donc, la Chine a décidé d'investir beaucoup d'argent. On ne sait pas exactement quelle va être l'enveloppe finale, mais aujourd'hui, on parle déjà de 1000 milliards de dollars. Hein. Il y a même une banque asiatique qui a été créée avec 100 milliards de capitalisation. Et ils ont commencé à réaliser de l'infrastructure. Alors, ici, je ne vous montre pas toutes les routes de la soie, je vous montre les principales. La première, qui est aujourd'hui en phase de concrète, c'est celle-là. C'est une autoroute, 4600 km, traverse l'Himalaya, traverse le Pakistan, et on relie la Chine, ici, avec le Golfe Persique, pour sécuriser l'approvisionnement en pétrole et voire sécuriser les exportations qui vont ensuite arriver directement ici. Il y a aussi toute une série de routes. Et ce qu'on vous a expliqué ce matin par rapport à ces pays qui reprennent la manufacture chinoise parce qu'ils ont des conditions plus intéressantes, font partie aussi de ce développement. Et puis vous avez la sécurisation aussi de toute l'arrivée de matières premières en provenance du continent asiatique avec la création de ports, la création de tas d'infrastructures maritimes pour relier, vous voyez, le continent chinois, si on peut l'appeler comme ça, à tous ces fournisseurs de matières premières. Et puis enfin, vous avez, voilà, ça c'est l'ancienne route de la soie, hein, si vous voulez, l'ambition de relier Anvers, hein, donc là, ou Rotterdam, ou c'est égal, mais de relier, si vous voulez, le premier port d'arrivée des bateaux qui viennent des États-Unis à la Chine continentale en 7 jours, alors qu'il faut aujourd'hui à peu près 3 semaines en train. D'ailleurs, il y a eu des convois, déjà, tests qui se sont faits, etc., etc. Voilà, donc on a identifié ceci, et puis on s'est dit, ça peut être intéressant de participer en termes d'investissement à le développement de ce que moi j'ai appelé une nouvelle Eurasie. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que si ce projet se réalise jusqu'au bout, et ils sont en train de le mettre en œuvre, ça va offrir des grandes possibilités de développement, par exemple, dans cette zone-ci, mais également dans cette zone-là, et probablement dans cette zone-ci. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à l'œuvre, qui travaillent, hein, des entreprises chinoises, mais pas que des entreprises chinoises. Il y a beaucoup de technologies européenne, américaine, qui est mise à disposition. C'est un peu le modèle Givaudan. Hein. Il y a une centrale de recherche, il y a un savoir-faire, puis sur place, des entreprises locales qui aident au développement de cette zone. Donc, il nous a semblé intéressant de créer un produit financier pour dire, voilà, ça, on va investir dans les pays émergents ou dans une partie ou dans une zone qui va, entre guillemets, se développer de façon importante. Et donc, on a un processus de placement. D'abord, on a identifié toutes les entreprises qui participent de près ou de loin, que ce soit dans les zones elles-mêmes ou en dehors, à ce projet. Et on en a identifié un peu plus de 200.
Évidemment, il faut qu'elle soit accessible, etc. Il y a beaucoup de critères. Ensuite, évidemment, on a fait encore un screening plus pointu parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elles le sont, mais en fait, elles ne le sont pas vraiment, ou elles le sont qu'un petit peu, ou elles ne le sont pas non plus de façon significative. Et donc là, on arrive déjà à 50 sociétés. Et puis ensuite, on regarde l'univers. Est-ce qu'on peut les acheter? Est-ce que la société ne va pas faire faillite dans les 6 mois? Parce que quand même, on est dans des zones où il y a des entreprises qui peuvent être à risque, et aussi dans des secteurs... on est dans l'infrastructure, hein, c'est des entreprises de construction, donc c'est des secteurs un peu plus sensibles. Et donc on a encore analysé cet univers avec un système d'analyse très classique, très bottom-up. Et à la fin, on a à peu près 25 à 35 sociétés dans le portefeuille. Donc ce fonds a été ouvert vendredi passé. Et donc, je vous en parlerai très volontiers si ça vous intéresse d'en savoir plus, mais ce n'est pas le but de ces matinées. Voilà le type d'entreprise que vous pouvez trouver. Vous avez Panalpina, c'est une entreprise suisse, mais enfin qui n'a de Suisse que son siège, un peu comme Givaudan, qui est très active dans le transport des marchandises qui vont être nécessaires pour construire ces infrastructures. Vous avez des sociétés comme ABB ou des sociétés comme Sinotrans, Bank of China, qui va financer beaucoup de... Et donc, à la fin, ça va être un portefeuille qui va investir dans une zone émergente avec des sociétés des deux mondes, donc des sociétés locales qui, utilisant le savoir-faire et les technologies de sociétés, on va dire, de chez nous, vont aider à, entre guillemets, à reconstruire peut-être un nouveau continent ou sous-continent. Voilà, donc mon temps arrive au terme, donc quelques conclusions. Donc, aujourd'hui, à notre point de vue, la pratique de l'investissement dans les marchés émergents ne reflète pas ni la réalité du monde, ni la réalité de l'évolution, ni nous permet de capter toutes les opportunités de plus-value ou de croissance, donc nécessité de redéfinir. Donc, je vous propose trois façons de faire, qui vont déjà un tout petit peu plus loin que on va dire la traditionnelle, qui consiste à prendre l'indice Emerging Markets et puis à plus ou moins le répliquer, soit en ligne directe, soit avec des ETF, soit avec des fonds de placement, par exemple. Et donc d'aller un peu plus vers une approche par zone géographique, en prenant en compte tous les facteurs qui peuvent influencer, pour tous ceux qui n'ont pas la capacité d'aller faire du stock picking, ou qui ne veulent pas, pour une raison ou pour une autre, avoir des sélectionneurs externes, en considérant évidemment tous les facteurs d'influence financiers ou géopolitiques qui peuvent avoir, disons, un impact très important sur l'évolution de ces sociétés ou de ces régions ou de ces pays dans les 10 à 15 prochaines années. Et puis voilà, l'initiative Belt and Road pourrait bien avoir émergé dans les prochaines années un continent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, vous regardiez les films Far West avec le train. Vous voyez, vous vous souvenez, puis chaque fois que le train s'arrêtait à une gare, il y a une ville qui se créait. Puis après, on a trouvé le pétrole, il y avait une ville qui se créait. On pourrait bien avec cette initiative, parler bientôt du Far East et puis faire des Eastern et non pas des Western. Voilà, j'en ai fini. Donc, the floor is yours. Merci de votre attention.